Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on est accompagné d'Emmanuel de Vomoré. Comment ça va, Emmanuel? Eh ben, trop bien, merci de me recevoir. Bon, t'en prie. Antoine, ça va aussi? Ouais, salut Emmanuel, salut Paul, salut tout le monde. Merci beaucoup Eh, Emmanuel, hein, pour ta venue. D'autant eh ben, plus pas de souci. on est un jour férié. Tu nous disais Voilà, que... je suis à la campagne exactement, mais toujours disponible. On est heureux de se parler. Le SEO, ça n'a pas de jour férié, le SEO. Ça n'a pas de localisation, pas de jour férié. Partout, tout le temps. Excellent, non mais merci beaucoup. On vous le rappelle, cet épisode est sponsorisé par Linkuma. Linkuma, c'est une plateforme d'achat de liens. Vous pouvez acheter des liens à partir de 7 euros. Ils sont hyper réactifs. Il y a un accompagnement aussi personnalisé et gratuit. Donc n'hésitez pas, vous avez un lien d'affiliation dans la description. De toute manière, voilà, pour les auditeurs, on va parler un peu, et beaucoup même, de toi, de ton agence, Uplix. En gros, qu'est-ce que ça fait de gérer une belle agence? Quels sont les projets et cetera? Peut-être les contraintes, les problématiques, enfin bref, on veut vraiment un peu, s'immiscer dans ta vie, de dirigeant, d'agence. Ok. Donc rapidement, je vais faire un petit rappel sur les performances du podcast avant d'entamer le vif du sujet. On est 915 abonnés sur la chaîne YouTube de MVP. Donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent. On va bientôt passer les 1000 abonnés. Merci aussi à toutes les personnes qui commentent, qui font l'effort de poser leurs commentaires sous les vidéos des podcasts. Je sais que c'est pas forcément... on peut avoir un petit peu la flemme, voilà, on écoute un podcast, on a envie d'être tranquille, on n'a pas forcément envie de mettre son commentaire, donc je remercie évidemment toutes les personnes qui le font. Et sur Spotify, on est donc à 56 avis 5 étoiles. Donc merci encore une fois à toutes les personnes qui prennent le temps de nous mettre un avis. C'est un peu la récompense pour nous du temps et de l'énergie qu'on y met. Et ça fait super plaisir. Du coup, Emmanuel, la première question, c'est un petit peu pour les auditeurs. On part du principe qu'il y a des auditeurs qui ne te connaissent pas. Comment est-ce que toi, tu te définirais et comment est-ce que tu rappellerais en fait ton parcours globalement pour savoir qui tu es, ce que tu as fait, etc. Alors, en effet, donc moi je suis Emmanuel de Vaumoret. Donc j'ai fondé une agence Uplix, mais on va en reparler un peu dans ce podcast. Moi, je me définis comme un passionné par le référencement. Moi, je suis tombé dedans maintenant. Il y a quand même, ça me rajeunit pas de dire le chiffre du nombre d'années, mais on va dire il y a voilà plus de 10 ans pour garder un peu le suspense. Et j'ai kiffé ces premières vagues de trafic qui arrivent sur ton site Oui. et cette croissance voilà, que tu crées en faisant, en mettant à jour ton site internet. Donc ça, c'est extraordinaire de vivre ça. Et puis voilà, c'est la même adrénaline on revit maintenant avec Discover. Bon, on en reparlera s'il y a besoin, mais voilà, on retrouve ce plaisir. Voilà. Et en termes de parcours, bah, c'est très simple. J'ai eu une chance extraordinaire, un product market fit vis-à-vis de mon CV, c'est que je suis arrivé vraiment dans la rampe de lancement de Google et de l'Internet, puisque moi j'ai eu mon bac un peu au même moment que Google. J'ai connu une époque où il n'y avait pas Internet et pas de portable, hein. Encore une fois, hein, ça me rajeunit pas. Et donc du coup, je suis né avec ces langages de programmation, le PHP. Parce que pour moi, c'était PHP 1, on est à PHP 8. J'ai commencé à faire de la programmation. J'ai découvert le fait de mettre une page en ligne. À l'époque, on faisait du Flash. On pouvait faire du Flash. Ça n'existe plus trop maintenant. Et donc, on avait une interactivité de la page, etc. C'était fou. Moi, j'étais en stage à Londres. Je mettais en ligne ce qui se passait un peu dans ma vie, etc. Et le fait de faire un lien d'une page à l'autre pour passer d'une journée à l'autre, d'une histoire à l'autre et tout ça, voilà, je trouvais ça fou. Aujourd'hui, évidemment, les gens qui m'écoutent, ils me disent, ouais, faire un lien d'une page à l'autre, c'est sexy, c'est cool. Mais à l'époque, c'était très nouveau. Et voilà, donc j'ai commencé par des études. J'ai fait à la fois des études de commerce et dans une école qui s'appelle Advancia. Puis après, j'ai migré dans un master EPITA où j'ai appris le développement. Et j'ai bien kiffé ces deux fonctions, enfin ces deux compétences. J'ai fait pas mal de développement plutôt dans le cadre de mes stages et de mes toutes premières expériences, mais là, j'ai fait ce qu'on appelle un pivot dans l'entreprise. C'est-à-dire, j'ai changé un peu parce que j'ai vu que le développement,
Ça demandait des qualités que je n'avais pas toutes en tout cas. Donc du coup, j'ai choisi de passer plutôt sur la gestion de projet et donc en gros gérer des développeurs et ça m'a donné un bagage technique sur le monde du web assez fort. Puis encore une fois, aujourd'hui, si tu rentres maintenant dans le développement, tu te prends une décharge qui est plus importante parce que le développement c'est professionnalisé, parce Hmm. que PHP 8 c'est pas la même chose que PHP dans ses premières versions. Pareil pour le CSS, pareil pour tous les langages. Donc aujourd'hui, c'est plus difficile. Et à l'époque, voilà, c'était naturellement facile parce que c'était les tout débuts de ces langages web. Euh, Ok. long story short, faut pas que je sois trop long. Voilà, j'ai fini par arriver dans le SEO il y a 15 ans à la suite de- faisant suite à des missions de gestion de projet web. Ok. Trop bien. Et du coup, tu as Euh, lancé Uplix en 2020, c'est ça à peu près? Alors, petit lag, c'est pas grave. Et j'ai lancé Plix je suis dans la 4e année, exactement. Ok. Et donc, si tu pouvais nous faire une petite enfin review de ces 4 dernières années, globalement, assez rapidement, bien sûr, comment ça s'est développé Uplix? Euh, bah, Plusieurs choses très rapides. Bon, la première, c'est que j'ai eu la chance de partir de zéro et partir d'une feuille blanche à la suite, à la suite de mon aventure chez Eskimos. Donc, du coup, j'ai pris tout ce que j'aimais pas dans mon ancienne expérience et je l'ai retravaillé différemment pour ma propre société. Euh, donc c'était très satisfaisant de dire, OK, bah, tu dois traverser la France, mais tu peux passer par n'importe quel chemin. Donc c'est à toi de choisir le chemin, soit le plus court, soit le plus joli, soit le plus simple. Enfin voilà, il y avait plein de choix possibles. Euh, hmm. donc voilà, et en fait, la mayonnaise a vachement pris puisqu'en fait, tout de suite, les clients ont suivi. Tout de suite, il a fallu que j'embauche assez rapidement, que je me professionnalise, que je fasse euh, des processus bien huilés, que j'achète des tools et tout ça. Donc, c'est allé assez vite, quoi. Voilà. Ok. On reparlera de ta croissance. Aujourd'hui, vous êtes combien du coup? On est 40. Ouais, donc de 0 à 40 en 3 ans et demi, 4 ans, c'est quand même exceptionnel. Je crois que j'ai jamais vu ça. Peut-être Kudak aussi qui a eu cette croissance dans le monde des agences, mais je pense que sinon, je pense que c'est assez unique pour le coup. Là, ouais, c'est allé assez vite. C'est un recrutement par mois à peu près pour nous. Et oui, c'est allé assez vite. Je pense qu'il y a un petit effet, il faut être aussi sincère dans la vie. Je pense qu'il y a eu un petit effet Covid qui nous a aidés, où les gens se cherchaient sur Internet, se trouvaient pas. Moi, j'ai lancé ça juste après le Covid, donc voilà. Euh, et je pense que le mindset de l'agence a plu, cette fameuse page blanche où je pourrais y revenir si vous voulez, mais voilà, c'est vrai que et en fait, vous savez, on monte une boîte, si vous m'autorisez juste ça, la quête de sens, elle est hyper importante pour toi et pour tes salariés. Il y a une phrase comme ça qui illustre une petite histoire qui illustre très bien ça. Je vous la raconte parce qu'elle est quand même très éclairante. C'est quelqu'un qui se balade, vous savez, le long d'une cathédrale et puis il voit des tailleurs de pierre. Il arrête, il y en a trois, hein, il y a trois tailleurs de pierre et donc le premier, il lui dit, mais excusez-moi, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et le tailleur de pierre, il répond, bah, je suis en train de tailler une pierre, hein. C'est évident, sur un ton un peu agacé, quoi. Donc il continue, il marche un peu plus loin, il y a un autre tailleur de pierre, et il lui dit, mais vous faites quoi? Et il dit, bah moi je suis en train de créer une arc de voûte pour la cathédrale. Et donc ça, voilà, on sent qu'il y avait un peu plus de fierté, puis il continue, il avance, et il dit au troisième tailleur, vous, qu'est-ce que vous faites? Et il répond, bah moi je suis en train de bâtir une cathédrale. Voilà, et la quête de sens, elle est hyper importante. On l'entend pas toujours. On s'en rend plus compte dans le marketing, mais voilà, chaque société va te vendre du rêve, enfin, va essayer de te faire voyager sur sa capacité à te vendre quelque chose, hein, que ce soit des articles de sport pour Decathlon, et, euh, et même dans une notion de recouvrement dans une boîte, tu peux trouver du sens là-dedans, même si ça peut te paraître un métier plutôt pas très marrant. Ok.
Ouais, c'est Ouais, toute intéressant. la partie vision, c'est important de embarquer l'équipe. Je te laisse pour le reprendre, au pire, on fera un petit cut. Je crois qu'il y a un petit lag entre nous, Paul. Du coup, Ah on ouais? fera un petit cut ici et je te laisse reprendre du coup les questions. OK. Ouais, je pense, ouais. Hem, Je pense qu'il y a Il y a un petit deux lag, secondes ouais. de lag entre nous deux, mais tant pis. Je te couperai pas la parole. OK. En fait, on avait une question après, c'était plus sur ton quotidien, chez Uplix. En fait, on voulait savoir un peu sur tes missions à toi, est-ce que ça va plus être orienté, RH, opérationnel, client ou même acquisition pour l'agence? Ou est-ce que c'est plutôt, même 360, un peu de tout dans une journée? Comment ça se passe globalement? Alors ça, c'est une super question parce que moi, je travaille beaucoup en pivot par rapport à l'équipe. Et de temps en temps, je suis consultant SEO, de temps en temps, je suis sales, de temps en temps, je suis chasseur pour aller trouver des clients en partant de zéro. Euh, je, je- euh, Moi, je me définis beaucoup comme un chef d'orchestre. Et en fait, ce que j'essaie, c'est de descendre. Alors, il y a pas d'orgueil dans ma façon de parler sur la notion de chef d'orchestre. Moi, la notion de chef, elle m'intéresse pas. Moi, c'est la notion de croissance qui m'intéresse et d'apporter de la valeur. Donc, parenthèse refermée. Et donc, le chef d'orchestre, en fait, ce qui est vrai, c'est que le dirigeant d'entreprise, plus il descend du pupitre pour faire d'autres choses du quotidien, ce qui est en réalité nécessaire, plus il peut y avoir des dissonances dans l'orchestre, puisqu'il y a plus quelqu'un pour montrer le tempo, etc. Donc, normalement, le travail principal que j'ai, moi, ça va être, quand tout va bien, ça va être surtout de travailler la croissance. Et travailler la croissance, ça va être de faire en sorte que il y ait le minimum de frottement dans les projets. Donc nous, par exemple, on fait comme le Dr House, on fait des war rooms chez nous. Donc on prend, il y a moi, il y a mon directeur des opérations qui est très très bon, il y a le consultant, il y a l'assistant chef de projet, et on réfléchit plusieurs fois par semaine sur différents clients. OK, comment on peut aller plus loin sur ce client? Comment on peut tout casser? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Et en fait, j'adore parce que pourquoi Dr House? Parce qu'ils font des différentiels et les médecins font pareil. Tu te mets autour OK. d'une table, ils disent, OK, le cardiologue, toi, tu vois quoi? Etc. Et donc, du coup, le différentiel fait que on trouve des tips. Là, on a encore vu des choses de ouf hier. Et en fait, chacun va regarder différemment la Search Console, les outils SEO qu'on connaît tous. Et donc voilà. Donc bref, je reviens sur la question. Qu'est-ce que je fais tous les jours? Moi, j'essaie de mettre un maximum d'huile au moteur pour que ça aille le plus vite possible, pour résoudre les conflits, pour essayer, parce il y a beaucoup d'humains, etc. Après, voilà, ça m'arrive très souvent d'aller vendre, voilà, quand on a sur certains appels d'offres, je participe pour essayer de renforcer la persuasion et ça fait souvent quand le dirigeant est là, les gens qui savent, bon, c'est pas des guignols, etc. Ça m'arrive sinon de résoudre des petits conflits humains ou des attentes de salariés, etc. Donc voilà. Donc mais mon métier principal, c'est de faire prendre de la vitesse à la voiture. OK. Je te rejoins quand tu dis que chef d'orchestre, c'est pas forcément par volonté, mais c'est surtout un devoir et que c'est vraiment pas justement le devoir le plus facile. Moi, j'ai une toute petite agence, on est entre 10 et 15. Et du coup, je suis contraint un petit peu de faire un petit peu de RH, un petit peu de gestion, parce que à la base, quand tu commences à monter une boîte, t'es dans la passion, t'es dans la créa, et tu te retrouves à la fin être dans la gestion d'humain, etc. Donc, je t'en rejoins là-dedans. Et on avait prévu une question en fin de podcast, mais là, du coup, on va pouvoir te la poser tout de suite, parce que tu nous disais que tu avais plusieurs tâches, dont la partie un petit peu process avec tes équipes. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, enfin, tu estimes qu'un dirigeant doit faire les process, doit rester un peu geek, ou alors est-ce que tu estimes que c'est plutôt le rôle d'un directeur technique ou même des équipes entre elles? Comment tu fais les choses à ce niveau-là? Euh, alors déjà dans un premier temps, un truc qui est pour moi qui a toujours fait la différence, que ce soit
dans la croissance que j'avais eue dans ma précédente expérience où pareil, j'avais fait passer la boîte de 5 salariés à 55 ou un truc comme ça avant de partir. Et ici, il faut toujours penser scalabilité. Il faut toujours penser, est-ce que là, ça marche, on est deux, est-ce que ça marcherait si on était 10? Là, ça marche, on a 7 clients, est-ce que ça marche si j'en ai 14 ou si j'en ai 30? Il faut toujours avoir un temps d'avance. Et ça, c'est une raison très simple, c'est que le jour où tu te prends les pieds dans le tapis et que tu es obligé de refuser un client parce qu'en vrai, bah, tu personne sous la main pour le gérer, voilà, nous, on gère des clients d'autres agences que je ne citerai pas, mais qui n'ont pas la puissance de feu, qui n'arrivent pas à délivrer autant. Et donc, on reprend des clients de freelance ou d'autres agences et pourtant concurrentes à nous dans l'absolu. Mais bon, on se déteste pas tous. Je m'entends très bien avec mes camarades de jeu. Euh, mais oui, je pense que moi je suis très process, donc j'ai passé beaucoup de temps sur les process et je les ai pensés, mais bien sûr que je les fais pas tout seul et je mets de l'huile avec tout le monde, je les challenge. Il y en a certains qui mettent vachement de temps à éclore parce que ça c'est pas suffisant ou parce qu'en fait toi tu peux te dire dans ta cave ouais on va faire ça et puis les gens derrière ils l'appliquent pas, ils ont pas envie de le faire parce que ça les saoule, parce que machin, etc. Donc il y a une quête de sens là aussi. Mais voilà, il faut impérativement que tu, ouais, que ce soit toi ou ton DG ou ton responsable des opérations qui s'en occupe, c'est, pour moi, peu importe. Mais il faut qu'ils existent, il faut qu'ils soient travaillés. Par exemple, je finis juste, par exemple, tu vois, nous, le process du kick-off, il est très important. Pour moi, quand un client arrive, c'est le moment où l'avion décolle. Et on sait très bien que les sujets le plus sensibles dans l'aviation, c'est quand l'avion décolle. Et le kick-off, c'est hyper important. Moi, je dis toujours, je dois venir vous voir à n'importe quel moment. Vous devez savoir pourquoi vous travaillez ce client, pour quel objectif précis. Si vous ne le savez pas, en fait, on va se prendre un mur. Et en kick-off, je dis au client, sur quoi vous allez me juger dans 3 mois, dans 6 mois ou dans un an. C'est sur quoi vous allez me juger, en fait. Parce que je sais que vous allez m'attendre au détour. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous attendez de moi précisément. Comme ça, je pourrais vous dire comment on va l'atteindre. Ok, super intéressant. Euh, bon, je vais enchaîner du coup. Euh, d'un point de vue performance, est-ce que tu aurais peut-être des chiffres à nous donner d'un point de vue chiffre d'affaires? On avait noté ARR aussi, donc pour ceux qui savent pas, c'est Annual Recurring Revenues, donc vraiment le revenu récurrent annuel. Est-ce que tu as des chiffres là-dessus, des évolutions à nous partager pour situer un petit peu, quoi? Alors, nous, on a fait, c'est un chiffre que je peux pas donner, mais qu'on suit en effet tous les mois et qu'on essaie évidemment d'augmenter. Un KPI aussi qui est très important chez nous, c'est le churn. Donc on fait en sorte d'avoir très très peu de pertes clients. Et la seule Hmm. mini pression qu'on met aux équipes, c'est de pas perdre leurs clients, quoi. Et moi, ça me rend ouf quand on perd un client, parce que souvent, c'est pour pas des choses, c'est jamais sur enfin, c'est très rarement sur des performances qui sont pas au rendez-vous, parce que vous comme moi, on est sachant sur le métier. Mais par contre, c'est, c'est, euh, c'est par exemple un client où on va lui donner trop de temps, on va lui donner plus de temps qu'il ne paye pour, et quand on réduit la voilure, bah, ça le vexe. Il dit, bah non, moi je Hmm. comprends pas, vous faisiez 3 jours par mois pour moi, et puis tout d'un coup, je sens que c'est plus que un jour et demi, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et en vrai, c'est parce qu'il paye un jour et demi. Donc voilà, on l'a mal habitué. Et à la fois, je le comprends. Enfin, moi, j'ai pas de souci avec ça, quoi. Donc du coup, on a réussi à doubler le chiffre d'affaires chaque année et on recrute tous les mois quelqu'un. Donc, donc voilà, c'est vrai ouais, on a une croissance qui est satisfaisante. Mais moi, ça va pas assez vite à mon goût. Bah, on se doute quand même, même si c'est confidentiel, que de passer de 0 à 40 en 4 ans, c'est une croissance, comme tu disais, c'est x2, donc Fois deux x2 sur le chiffre chaque année, d'affaires. quoi. Mm. Donc c'est plus facile, j'imagine, de faire x2 de l'année 1 à l'année 2 que de faire x2 de l'année 3 à l'année 4. Oui, oui, oui. Parce que là, c'est forcément Et x2, puis tu vois. aussi, ouais, plus on est nombreux, plus il y a l'humain
ralentit un peu la croissance, mais c'est pas négatif dans ma bouche. Et c'est normal parce que chacun veut de l'attention, chacun veut de l'attention, quoi. Et de temps en temps, bah, moi, je vais trop vite, je dis quelque chose que j'aurais pas. Moi, j'adore faire des blagues, par exemple. Et Jessica qui bosse sur moi avec moi sur la communication, elle me dit souvent, non, mais je fais pas cette blague-là. Parce que, non, mais parce que moi, je pense, enfin, voilà, il n'y a pas y a pas d'enjeu derrière sur une blague, mais de temps en temps, voilà. On en reparlera un petit peu de comment, enfin, la gestion d'une équipe de 40 personnes, ça doit quand même être très très compliqué. Mais juste avant ça, Complètement. comment toi tu pourrais, enfin, comment tu expliquerais une croissance aussi fulgurante que sur ces dernières années? Est-ce que, Euh, alors moi, je vais être très honnête, ça m'a surpris moi-même, hein, donc j'ai pas forcément, enfin, j'avais pas forcément anticipé autant de puissance. Au contraire, euh, quand j'étais sorti du précédent bateau, je m'étais dit ouais, ça va aller beaucoup moins vite. J'étais un peu le moral en berne, et en fait, c'est reparti très vite. Ok, donc très rapidement. Donc le Covid, premièrement, ça c'est quelque chose qui a boosté le digital. Moi, j'ai relancé beaucoup mon réseau pour le retravailler et ça a bien répondu, ça a bien marché. Les gens m'ont fait preuve de beaucoup d'amitié, de confiance. Euh, donc ça, c'est vrai que ça c'est quelque chose, d'ailleurs, on pourra peut-être en parler après du réseau, parce que je sais que c'est un frein pour beaucoup de personnes. C'est aussi un frein pour recruter. Ça, on pourra en reparler un peu après, mais je vais rester sur la question initiale de la croissance. Mais voilà, c'est vrai que ça fait le réseau, ça fait beaucoup. Donc après, il y a un troisième point. Donc le réseau, les changements qui ont été liés au Covid. Et puis aussi après, j'ai travaillé sur euh, trois verticales avec Plix. Je vous la fais très vite. L'engagement, sur lequel en fait on est de la stratégie et l'exécution. C'est-à-dire que moi, je veux plus de consultants qui se cachent en disant ouais, le client il met pas en prod, c'est pour ça, etc. En fait, le client, enfin, sauf le client qui est de mauvaise foi, et il y en a. Mais globalement, le client, il n'y a pas de client chiant. J'avais quelqu'un qui m'avait dit dans l'équipe, ah, elle est chiante la cliente. Mais en fait, elle est pas chiante, elle est peut-être juste stressée, elle est peut-être juste inquiète, elle a juste besoin que tu la rassures en fait. Alors, encore une fois, hein, il y a la case client aussi, client très chiant. Ça peut arriver, mais c'est pas si fréquent que ça. Et Paul, tu nous diras tes expériences sur les clients un peu durs. Mais voilà, donc du coup, c'est. Mais donc du coup, euh, c'est vraiment le fait de, donc l'engagement de la stratégie et de l'exécution, c'était pour vraiment s'engager sur le résultat au maximum de ce qui est possible de faire et de se cacher derrière aucun fausse excuse. Euh, voilà, tout est possible avec de la volonté, de l'huile de coude, etc. Deuxièmement, on a travaillé beaucoup sur de l'automatisation. Donc, peut-être que je pourrais partager mon écran et vous montrer deux, trois trucs, mais on a plein de tools où on peut scraper Google, où on peut clusteriser des mots-clés, où on peut faire des audits sémantiques, où on peut faire des rapports. Moi, j'ai voulu que les clients payent pas pour de la mise en forme. Et je veux pas qu'un consultant qui nous rejoigne passe du temps à faire des exports SEMrush. Ça m'intéresse pas. J'ai pas les moyens de le payer pour faire ça. Donc chez nous, tout est automatisé avec Python et le gain de temps, il est juste fou. Donc ça, voilà, on est jeune entreprise innovante, on a gagné des prix avec de l'exploitation de l'IA, tout ça. Donc on est très content là-dessus. Donc ça, c'était l'innovation. Deux, engagement, innovation. Et trois, l'efficacité. C'est-à-dire que moi, je voulais vraiment avoir un retour de mes clients sur, OK, est-ce que ça fonctionne ce qu'on fait ou pas? Et donc, tous nos avis sur Google My Business, c'est des vrais avis, 100% cachers. Et donc, c'est pas ma tante ou mon oncle qui les a écrits. Et ils sont dithyrambiques, quoi. Lisez-les, prenez-en un au hasard. Moi, je vous mets en relation avec le client, quoi. Et, euh, et ça, c'est le meilleur des pétroles. Ça montre qu'on n'est pas complètement déconnant dans ce qu'on propose. Ok, super intéressant. Mmh, on avait une question aussi sur,
le fait de manager autant de personnes, comment est-ce que ça se passe d'un point de vue peut-être, hiérarchique au sein, d'Uplix? Et est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que tu as pas trop de tu disais que c'était toujours de l'humain, des recherches d'attention qui sont humaines aussi, de la part des employés et cetera. Comment est-ce que tu vis ça, globalement? Est-ce que c'est trop dur? Est-ce que ça se passe très bien? Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, pour moi, c'est le point le plus dur. C'est-à-dire que euh, moi, je suis pas totalement de la même génération que les gens que j'embauche. À mon époque, par exemple, on parlait pas de salaire, on donnait pas son salaire aux autres. On- il y avait beaucoup de cloisons là-dessus, euh, et beaucoup de cloisons aussi entre vie pro et vie perso. Et moi, c'est marrant parce que je me rends compte que tout le monde se dit son salaire, ils vont jouer à la Switch, ils se font des trucs ensemble. Et ça, c'est très bien. Et il faut pas, enfin, moi, j'ai pas de souci avec ça, mais c'est vrai que du coup, euh, tu es beaucoup plus maintenant dans une logique où il faut que tu sois exemplaire et puis parfaitement égalitaire d'une personne à l'autre. Sauf que dans les faits, on n'est pas tous égaux. On n'a pas tous les mêmes performances. Et c'est pas toujours facile d'appliquer la même mayonnaise à tout le monde, la, la même rigueur, parce que se comparer, c'est bien, mais comme on dit chez les cathos, on voit la paille qui est dans l'œil de son voisin, mais on voit pas la poutre qui est dans le sien. Et donc la comparaison, j'ai pas de souci avec ça, mais si on se compare avec son prochain, faut qu'on se compare jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire sur les choses sur lesquelles on est plus forte que son voisin, mais aussi sur les choses sur lesquelles on est moins forte que son voisin. Et donc, si, c'est vrai pour moi, c'est vraiment un pain point de réussir à, à pas faire de différence, euh, à essayer d'être le plus cohérent possible dans ce qu'on donne à Pierre, à Paul, à Jacques. Euh, donc voilà, là-dessus, j'ai pas de. Heureusement, j'ai un directeur des opérations qui s'appelle Philippe qui m'aide beaucoup là-dessus et faut être en vrai, il faut être à plusieurs parce que de temps en temps, on te dit des choses de fou. Alors pour mettre personne mal à l'aise, je vais pas répéter, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des réflexions de personnes complètement. J'avais eu si je peux dire un truc parce que j'avais eu quelqu'un qui était parti de l'agence et qui avait récupéré un de mes clients, qui était un gros client de l'agence et qui m'avait dit non mais c'est bon pour vous, c'est rien. Mais comment tu peux me répondre ça? En fait, c'est pas une question de c'est rien, c'est pas beaucoup, c'est assez. Non, si c'est beaucoup et c'est du vol en fait. Ben ouais. Donc voilà, là je digresse un peu, mais voilà, il y a en fait la pluralité de l'humain et la nécessité de la gestion humaine est complètement, c'est un vrai sujet. Euh, c'est beaucoup d'énergie de mon côté pour faire en sorte de contenter tout le monde, hein, quelque part. Je vois encore une fois très bien ce que tu veux dire. Et c'est vrai que c'est dur, mais je trouve que c'est tellement formateur humainement de gérer une équipe. Et comme Énorme. tu disais, tu prenais un peu l'exemple des cathos ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a un côté vraiment, parce que tu as une vue macro, tu vois ceux qui font un peu, entre guillemets, voilà, qui sortent un peu de ce qu'il faudrait faire. C'est toujours un peu compliqué. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de justice. En fait, il faut vraiment être bon, mais dans le sens du terme, pas être performant, vraiment être bon parfois pour gérer une équipe, quoi, vraiment être juste. Et je te rejoins là-dessus. C'est difficile, hein, des fois, humainement. C'est difficile, ouais. C'est difficile. Et alors, du coup, Ouais. comment toi tu recrutes tes talents et comment tu gardes tes talents, sachant que euh, c'est quand même un métier où il y a beaucoup enfin, il y a la possibilité assez rapidement de se lancer en auto-entreprise, en freelance. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place chez Uplix à ce niveau-là? Euh,
Alors, dans un premier temps, bon, évidemment, la première, nous, factuellement, on a pas mal de gens qui veulent, on a, on a pas mal de CV qui arrivent naturellement via le site internet. Euh, alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, chaque CDI chez nous a un copilote. Et ce copilote, en fait, il est là pour gérer la production, pour faire les briefs sémantiques, pour faire les comptes rendus de réunion. Donc le copilote, il y trouve son compte parce que c'est un alternant et que lui, il se forme, il apprend à faire un compte rendu, il voit comment un pilote gère un décollage, comment il gère une réunion. Donc faites, voilà. Et le pilote, il est content parce que bon, faire des comptes rendus, il en a déjà fait pendant plusieurs années, donc ça ne le dérange pas de déléguer ça à son copilote. Euh, donc tout le monde y trouve son compte. Et en plus, cerise sur le gâteau, en général, bah, on embauche le copilote à la fin de son alternance. Et donc le gars, bah, il est hyper fédéré parce que il a été formé pendant déjà 2 ans et c'est même pas un sujet pour lui de rester chez nous. Donc ça, c'est une des astuces qu'on a. Pour le client, c'est canon parce que quand le pilote est malade, le copilote est présent, ou alors sur des vacances ou des choses comme ça. Donc il n'y a jamais de rupture, voilà, pour le mois d'août. Tous nos clients seront servis au même titre que le mois de juin, par exemple. Donc ça, c'est ça. Ensuite, on fait une formation toutes les semaines. On a Antoine chez nous qui gère tout le pôle formation. Et donc du coup, on a une formation plutôt énervée quand même. Donc moi, je leur montre des choses un peu de Black Hat. Je leur montre des choses pour les amuser un peu. On leur montre aussi des formations plus classiques de gestion de projet. Donc la formation, ça leur plaît beaucoup. Et c'est un sujet qui évidemment, en entretien, les intéresse. Euh, Nous, pour pas se tromper, quand on embauche quelqu'un en CDI, on a un site de test, on a créé un site SEO avec des petites erreurs et on leur fait faire l'audit en live. Donc voilà, on va faire l'exercice à Paul. Attention, quoi. Déjà, il faudrait que j'ai une bonne connexion internet et Donc je pense voilà, il y a un que petit je lag pourrais entre faire le nous. test. Donc voilà, et voilà, on essaye de faire des augmentations qui sont généreuses. Ça nous arrive d'augmenter les gens de jusqu'à 10%, voire parfois dans des cas exceptionnels plus. Voilà, et puis aussi, voilà, on est parti à Euro Disney. Tu sais, il y a le côté fun aussi, hein, pour les garder. On est parti à Euro Disney, on fait pas de fausse économie là-dessus. Là, on va faire un truc énorme, mais ils sont pas au courant. Je sais pas quand est-ce que va sortir le podcast, mais bon, enfin, en fonction de quand sortira le podcast, là, dans quelques jours, on va faire une super activité. Euh, bon, donc, je le dis parce que bon, on s'en fout, parce que je pense que ça sortira après, mais de réalité virtuelle, ils vont tous avoir un casque, ils vont faire des trucs en équipe et tout ça, donc ça va être une tuerie. Oui, donc voilà, du fun, des bières. Ils montent en compétences en SEO. Ils apprennent des choses qu'ils verront pas dans d'autres agences. Enfin, je pense pas, enfin pas dans toutes. Et, euh, et voilà, on s'amuse bien. Ok. Bon, ça va, j'imagine que ton turnover, il doit pas être trop mal. Moi, j'ai perdu mon premier CDI il y a un mois ou deux. Et j'avoue que c'est un peu compliqué. Tu dis, ah là là, tu formes. En plus, c'était un poste clé, c'était un team lead. Dans une petite entreprise, ça peut faire un effet domino si il y a entre guillemets, quelqu'un d'important de la boîte qui s'en va. Donc j'étais vraiment embêté. Et j'en suis venu à la conclusion avec Paul, d'ailleurs, pendant un podcast sur la RH, qu'il me fallait absolument, on va dire, une équipe un petit peu clé, des rôles clés. Donc moi, je me disais que c'est peut-être la partie qui s'occupe de l'acquisition, la DAF, le DRH ou la DRH, la partie, comme tu disais, Head of SEO,
directeur des opérations. Est-ce que toi, tu as des rôles clés comme ça? Est-ce que tu les as définis? Est-ce que pour toi, c'est des choses, enfin, tu vois ces postes-là un peu comme moi sur une vision très long terme, alors que le consultant global, bah, peut-être que le turnover en agence, c'est 3 ans, c'est comme ça, on pourra rien y faire, il va falloir faire avec, quoi. Alors, moi, je compatis beaucoup sur ce que tu dis parce que quand quelqu'un partait de l'agence, moi, ça me rendait malade. J'étais pas bien, et j'avais l'impression que tout allait s'arrêter. Enfin, tu vois, c'est les montagnes russes de l'entrepreneur. Et un jour, je me suis dit, en fait, c'est pas grave. Personne n'est irremplaçable, même pas toi, même pas moi, Emmanuel. Donc en fait, le fait est que quand quelqu'un s'en va, il faut qu'il reste 3 mois minimum, sauf si tu raccourcis. Et en fait, j'ai changé. Là, tu parlais tout à l'heure que on apprend plein de choses en ayant une société. Bah voilà, ça c'est un truc que j'ai appris. J'arrête de me faire chier là-dessus, de me stresser, etc. Ça va me faire un ulcère si je continue. Donc je me suis dit, bon, bah, celui qui veut partir, il part. Et celui qui veut rester, eh bah, c'est avec plaisir, mais je ne vais pas me forcer à garder des gens qui veulent partir et on trouve toujours des solutions. Donc ça, c'est pour le mindset. Oui, sur les postes clés, c'est vrai que il y a des gens avec qui j'ai beaucoup de contacts pour essayer de détecter les signaux faibles qui peuvent pousser à un départ. Donc, ça passe par faire des déj, ça passe par les écouter, ça passe par essayer de comprendre, etc. Mais c'est un vrai sujet. Moi, je pense que les postes clés, il faut les engager autrement. Ça peut être par le salaire, ça peut être par des parts d'entreprise, ça peut être par des avantages avec une voiture, je sais pas, une voiture de fonction, un truc comme ça, je sais pas. Il y a plein de sujets, mais c'est sûr que les gens qui travaillent avec moi et qui sont sur mon head of sales, mon responsable des opérations, euh, bon, je fais tout pour les mettre bien et pour qu'ils puissent avoir aucune excuse de vouloir partir. Mais c'est pas du tout gagné et je te Ouais. dis pas que c'est facile. Ah oui, je comprends. Donc tu gardes vraiment un contact, tu as l'air d'avoir un contact assez direct avec tes équipes. Tu manges avec eux, je t'ai même entendu à un moment boire des verres, faire des events, etc. Ouais, Euh, ok. ouais, ouais, ouais. Moi, je déjeune, je les vois, je suis là quasi, enfin, dès que je peux venir à un team binous le soir, je viens avec eux. Alors, de temps en temps, je laisse tranquille parce que je me dis, on va se taper le vieux con à chaque fois, donc on va les laisser tranquillement prendre une bière. Mais non, non, j'essaie d'être là au maximum. Ok, ça marche. Bon, on va changer complètement de sujet puisque là on a fait un gros tour RH, mais en même temps c'est un sujet quand même, bah, je pense, c'est un de tes points forts, quoi. Une équipe de 40, c'est quand même quelque chose. C'est un On va gros passer un petit changement. peu plus sur la partie acquisition. Donc moi, je suis sur ton site, je vois tes références, tu as quand même des très 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 belles références. Tu nous parlais de réseau et ça sera peut-être le moment de reparler un petit peu de l'aspect réseau. Toi aujourd'hui, chez Uplix, quelle est la typologie de tes clients? Est-ce que tu peux encore te permettre de travailler avec des petites entreprises? Et si tu vas aborder aussi un petit peu le réseau, parce que je pense que ça peut faire partie du contexte global à ce niveau-là, au niveau de l'acquisition. Euh, donc, attends, repose-moi ta question. Ouais, Je j'avoue, j'en ai cherche. posé pas mal en même temps. Je disais, quelle est la typologie de clients aujourd'hui chez Uplix? Est-ce Ah que tu oui. as une typologie en particulier? Est-ce que tu peux encore Alors, travailler avec des petites entreprises? on a en effet des beaux clients. On travaille avec la MAF, avec Acadomia, Meribel, KPMG, voilà, des beaux comptes. Euh, on a aussi des clients qui sont plus petits. Euh, ok, notre limite, c'est on va avoir un TJM qui va être à minima entre 8 et 900 par mois, pour une journée de travail. Nous, en fait, voilà, je vais dire même pas, je vais pas, même pas prendre le prisme de l'argent. Le SEO, je pense que ça coûte cher, on va pas se mentir.
c'est quand même quelque chose qui demande du temps. Même si tu travailles avec Ezio Monkey ou Paul, le gars il te dira jamais ouais vas-y dans, 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 dans un mois je te mets promis sur toutes tes requêtes quoi qu'il arrive j'ai la sauce secrète, the secret sauce. Et voilà. Donc en fait tout ça, euh, m- moi je veux pouvoir proposer du Plix à mon oncle, à mes parents, tu vois. Je veux vraiment que l'efficacité elle soit au rendez-vous. Et c'est pas un engagement, ça c'est vraiment ça fait partie de l'ADN de l'engagement. Donc nous les clients qui sont un client qui un client qui veut me négocier mon TJM, j'y vais pas en général. Je m'amuse pas. Quelqu'un qui me dit, ouais, on veut vraiment travailler avec vous, mais ça va être un peu court, bah, on va travailler moins longtemps, mais on va travailler au même TJM, etc. On n'est pas des vendeurs de tapis, on sait que ça demande un budget et tout le monde n'est pas capable de mettre ce budget sur la table. Donc les gens qui sont seuls dans leur boîte en général, on travaille pas avec eux parce que ils vont mettre 400 euros sur la table, ils auront l'impression de se couper une jambe avec ce budget-là, et puis ils vont être très demandeurs de temps, alors que c'est pas non plus des sommes folles, en tout cas par rapport à d'autres clients. Donc voilà, on va privilégier les clients qui ont un peu de budget, mais pas parce que on est très gourmand, parce que en fait, sinon en SEO c'est très compliqué de faire ranker sur des requêtes un peu concurrentielles. Nous, on a quand même des frais de structure qui sont quand même très importants. Des- Nous, quand on a payé nos salaires, une grosse partie de notre CA, de ce qui part, pardon. Donc voilà, donc voilà, donc plutôt des comptes qui ont un peu de budget, de quoi venir, et assez peu de gens qui sont tout seuls dans leur entreprise. C'est plus rare, même si c'est quelque chose que je regrette un peu quelque part. Il y a eu des confs d'ailleurs sur l'automatisation aussi au camp qui étaient intéressantes sur ce sujet-là pour gagner un peu du temps et donc pour payer moins cher avec. Donc ça, c'était pour la typologie client. Et puis sur le réseau, tu veux que je parle un peu du réseau? Ouais, parce que du coup, j'en déduis que bah, tu as besoin de prospects qui ont du budget, quoi. Nous, avec Paul, on a énormément de petits prospects aussi qui viennent nous voir. On sait que c'est pas possible. Et j'ai l'impression que pour les... C'est peut-être une erreur, hein, mais j'ai l'impression que pour voilà, les clients qui ont vraiment, vraiment, vraiment du budget, le réseau prend le dessus sur la visibilité, en gros, le côté un petit peu plus branding. Mais juste pour... donc toi, tu es une agence, donc... voilà, mais toi, Paul, est-ce que tu as déjà eu des grands comptes qui sont déjà venus te voir pour vouloir travailler avec toi ou c'était plutôt c'est quoi la typologie parce que toi, tu fais partie des gens qui rayonnent beaucoup, qui travaillent beaucoup sur les réseaux, le personal branding notamment. Est-ce que tu confirmes ce que dit Antoine? Est-ce que je veux dire, est-ce que tu as quand même des grands comptes qui viennent te voir, des belles marques, ou c'est plutôt rare? Franchement, ça dépend déjà ce qu'on appelle grand compte. Mais pour te répondre quand même, effectivement, il y a des belles marques qui viennent me voir, mais c'est pas la majorité. C'est-à-dire que la plupart du temps, ça va plutôt être des petites boîtes ou des boîtes où ils vont être, tu vois, je sais pas, 5-10 employés, beaucoup moins des très grosses boîtes. Aussi parce que je pense que étant freelance, bah, j'attire aussi des personnes. On va dire que les grosses boîtes, je pense, vont plus avoir tendance à aller vers une agence. Peut-être ils vont croire que c'est un peu plus sûr ou qu'il y a différents profils seniors qui vont travailler, etc. Enfin bref. Mais du coup, voilà, plutôt TPE, PME, je dirais, pour la réponse. Et tac, petite interruption dans le podcast pour vous rappeler évidemment que cet épisode est sponsorisé par Linkuma. Linkuma, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des backlinks à partir de 7 euros, donc vraiment low cost. Des liens low cost mais efficaces, c'est pour ça qu'on les recommande. Et vous avez notamment aussi une fonctionnalité qu'on adore qui est la délégation de campagne. Donc vous pouvez dire à Linkuma, voici mon site, voici les mots-clés sur lesquels je souhaite me positionner, voire même ne pas leur donner de mots-clés, et eux vont se charger de mener à bien en fait une campagne de netlinking qui va vous pousser sur des mots-clés vraiment stratégiques
stratégique. Donc si ça vous dit, vous avez évidemment un lien d'affiliation qui se trouve en description, n'hésitez pas à cliquer dessus, vous créer un compte et vous faire votre propre avis, sachant que comme c'est une plateforme qui propose des backlinks à des prix vraiment accessibles, vous pouvez très bien tester à hauteur de 30 €, donc, ou même 10 € ou même 7 € si vous souhaitez acheter un seul lien le moins cher. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est les tops acteurs du marché, ils sont très très cool, si vous avez besoin d'eux, ils sont très disponibles au support, etc. Et surtout, leur campagne pousse très très bien. On en a fait les frais personnellement, donc franchement, c'est vraiment chouette. Donc allez-y et on reprend tout de suite avec le podcast. Ok. Euh, Moi, je voudrais juste, pour ceux qui nous écoutent, faire un petit point sur le réseau. Parce que le réseau, c'est un peu le gros mot. Alors déjà, le réseau, c'est non mais ça va faire le lèche-cul, machin, etc. Moi, c'est pas ma cam, etc. Sauf que ça, c'est un premier prisme. C'est le prisme de dire faire du réseau, c'est être hypocrite en gros. Et ça, c'est pas du tout ma cam, moi. Moi, quand je suis venu te voir, Antoine, pour te serrer la pince ici au camp, j'avais pas une arrière-pensée en me disant, je vais essayer de lui paraître, je vais essayer de lui faire croire que je suis sympa, alors que voilà, alors que je suis pas sympa. Non, pas du tout. On peut très bien faire du réseau et être sincère. On peut très bien faire du réseau et s'intéresser vraiment aux gens, leur poser des questions. Il y a même d'ailleurs des techniques hein, pour nourrir les discussions. Par exemple, quelqu'un qui dirait, OK, bon, bah, d'accord, moi je veux bien aller voir mon voisin pour créer du lien et savoir dans quoi il bosse, etc. Mais je ne sais pas comment faire. Bah, il y a des techniques simples. Par exemple, la première technique, c'est de poser des questions, c'est s'intéresser aux gens. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Vous verrez, vous allez appuyer sur le bouton, ça va être un truc de fou. Et en fait, les gens parlent très naturellement d'eux, et c'est pas un mal. Donc ça, c'est vraiment, ça permet de rebondir, de reformuler, de s'intéresser à ce que la personne dit. La deuxième technique, c'est aller à la pêche au point commun. Par exemple, tu vas t'apercevoir qu'il a une passion pour le basket, ou alors qu'il est originaire de Toulouse comme toi, j'en sais rien, ou de Lille pour Antoine. Donc ça, tu vois, ça, c'est des trucs, ça, ah, bah toi aussi, tu fais du paddle. Bon, bah voilà, bah, tu vas discuter du paddle, etc. Et là, tu passes tout de suite dans la dimension de l'échange sympathique qui est agréable. Euh, il y a aussi une troisième solution, enfin troisième technique, pardon, qui est de faire des feedbacks positifs. Ça fait du bien de recevoir des compliments en fait. Donc, quand tu vois quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui est sympa, Antoine, ça a été le premier à venir me voir en me disant ah, ça marche bien et tout pour toi, etc. Bon, bah, c'est agréable et ça crée du lien dans une discussion et ça fait que bah, tu as envie de la continuer. Et puis évidemment, et ça c'est ce que fait Paul de façon excellente, c'est le storytelling aussi. Raconter une histoire, dire pourquoi tu as créé Paul Vonjon, pourquoi tu as créé Exomonkey, pourquoi tu as créé Plix. Nous, on est vraiment sur le storytelling du sur-mesure et voilà, et ça plaît. Donc, euh, donc, je pense que le réseau, il faut pas avoir ce prisme. Après, les gens me disent, ah bah ouais, mais alors moi, j'ai pas de réseau. Mais ça, c'est pas vrai aussi. En fait, prends ton LinkedIn, prends tes copains, prends ta famille, commence à cartographier les gens qui ont un bon boulot, les gens qui sont influents, les gens qui ceci, les gens qui cela. Et en fait, tu seras étonné de tout ce qui t'entoure et de par quoi tu peux commencer. Et, euh, et je pense que nous, on est bien placé pour savoir que quand on va voir quelqu'un, qu'on lui demande de l'aide ou des tips ou des conseils, souvent les gens répondent. C'est assez rare quand les gens te disent, non, non, tu m'intéresses pas, vas-y, au revoir. Donc voilà, faites confiance à votre réseau, vous en avez plus que vous pensez. Dans Paris, parfois, vous pouvez vous inscrire dans des cercles. Je suis dans des cercles là, où, c'est sûr, c'est un petit budget, mais tu rencontres des gens, tu fais du networking. Tu as tout ce que fait Paul pour se faire connaître, par exemple, qui marche très bien. Et moi, je suis le premier à tester aussi un peu les vidéos quand on a le temps, de faire témoigner nos clients sur des formats courts. Et voilà, ça crée du réseau, ça crée de l'inertie. Et vous allez être étonné à quel point euh, les gens ont envie de. Enfin, les gens sont plutôt partants pour se faire travailler entre eux dans la mesure où ils vous trouvent un minimum sympa. Et comme on est tous sympas, ceux qui sont en train de nous écouter ou en ligne, donc allons-y, quoi.
Et c'est vrai que la communauté SEO, elle est plutôt sympa, je trouve, pour ça. Même toi, Emmanuel, c'est super sympa. Tu vois, tu pourrais te dire, bah, je suis gérant d'agence, je vais quand même pas passer sur un podcast avec un freelance consultant SEO et un autre gérant d'agence. Et je trouve que bah, c'est vrai Non, que mais non seulement je le fais, et là, ce que je vais dire, c'est très sincère, mais je suis admiratif de ce que vous faites tous les deux. C'est-à-dire que moi, je vous suis, je vois ce que vous faites, je vois Paul, je suis ses vidéos, je regarde ça comme un enfant. Je regarde, c'est énorme, quoi. Et je trouve ça courageux. Je trouve ça courageux d'avoir une agence à Lille, d'être honnête avec la situation. Je trouve ça courageux de s'exposer sur des vidéos et d'essayer des challenges. Moi, quand Paul commence à parler des vieux SEO et des SEO plus jeunes, j'adore. Enfin, c'est énorme. Ou quand il commence à découvrir aussi les haters, c'est les gens qui l'attaquent parce qu'il commence à être un peu connu. En fait, moi, c'est ce côté un peu visible de l'iceberg que je trouve très amusant dans notre métier. La visibilité, c'est vite grisant, hein. est-ce que tu as un process un peu à ce niveau-là, réseau, genre une fois par semaine, il faut que je me fasse un café avec deux, trois personnes de LinkedIn? Est-ce que tu t'as un peu organisé là-dessus ou c'est vraiment au feeling? Moi, j'essaye d'aller à la salle de sport tous les matins parce que je fais un resto, je fais 3, 4 restos par semaine. Ah oui, en effet. Et oui, oui, j'essaye d'inviter les gens que j'ai eus. J'ai lancé un petit podcast pour tester le concept. Donc, je revois les gens derrière. Euh, j'ai souvent des occasions. Et quand quelqu'un semble avoir envie de discuter, etc., le déjeuner, c'est quand même très agréable comme format, quoi. Et ça, pour le coup, c'est un unfair avantage, tu sais, pour les Parisiens. Autant, tu vois, le fait d'être à Lille, on fait de l'acquisition digitale comme vous. Tu vois, on peut être premier sur Google, on peut communiquer, etc. Mais c'est vrai que le réseau à Lille, il est très limité. Il y en a quand même, hein. Mais c'est vrai que quand t'es parisien, si tu veux faire un café ou un resto par jour avec quelqu'un qui peut potentiellement bosser avec toi, c'est faisable sur 365 jours, quoi. Il y a tellement de monde là-bas, tu Ouais, ouais, et vois. le côté. Ouais, et toi, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où ta machine d'acquisition est suffisamment lancée, Antoine, il faudrait que tu ailles faire un déj à Paris quasiment toutes les semaines. Ouais, ouais, je pense que c'est moi, pour moi, c'est un truc que je fais pas du tout. J'ai un tout petit réseau et c'est vrai que je pense que c'est dès que je vais avoir un peu plus de temps, que je vais pouvoir déléguer certaines choses, je pense que ça sera le next step aussi pour moi d'essayer de me bouger un peu plus à ce niveau-là. En tout cas, bah, merci pour tous tes conseils au sujet voilà, de l'acquisition client. Si on parle un peu plus hard skill, aujourd'hui, comment tu définirais Uplix en termes de spécialité et comment tu vois Uplix sur les prochains mois, les prochaines années en termes d'hard skill? Est-ce que tu dois ouvrir des nouvelles business units, des nouveaux process, etc. Ouais, alors, nous, on a un fort ADN technique, donc on essaye d'être capable de proposer de l'analyse de log, on essaie d'être capable de proposer de la sémantique de façon assez poussée. On a travaillé aussi sur des outils de predictive ranking, euh, voilà, basés sur l'IA. Donc, c'est encore des choses qui sont dans les cartons parce que ça demande beaucoup, beaucoup de réglages et la technologie avance tellement que c'est long. Mais je pense qu'on a, nous, l'ADN Hard Skills, il est surtout, en fait, voilà, c'est des 80-20. Euh, tu peux vite te perdre dans la multitude des conseils SEO que tu peux entendre sur le web. Et si je peux me définir comme le vieux de la vieille, du coup, j'aurais tendance à dire que, en fait, il y a un moment où tu as un ensemble de choses qui sont importantes en SEO, qui sont des prérequis, mais après, la vraie substance moelle, c'est, OK, où est-ce que je vais, quel est mon objectif, et qu'est-ce que je vais faire prioriser atteindre mes objectifs le plus rapidement possible, et pas me noyer dans trois pauvres 404 qui se battent en duel sur mon site, quoi, et qui vont en fait rien changer, et je vais peut-être même pas en parler à mon client.
Donc il y a cette notion de savoir où on va et d'être une agence technique, mais d'être une agence surtout où il faut guider le client vers son objectif. Et c'est pour ça que moi, je remets toujours au centre l'objectif vis-à-vis de mes collaborateurs pour qu'ils n'oublient pas où on va. Et peut-être que pour faire ce trajet-là, il n'y a pas besoin de faire le plein d'essence et qu'un demi-plein, ça suffit. Et donc, si on fait un demi-plein, on gagne du temps. Et donc, on va gagner du temps et on va faire qu'un demi-plein pour aller à destination. Donc, il y a vraiment d'objectif. Voilà, donc ça, c'est sur vraiment tout ce qui est hard skills. Et nous, sur la direction, bah, on a ouvert un pôle média. Et donc, on avait pas mal de clients qui voulaient bosser avec nous en tout ce qui est AdWords, social media, tout ça. Et jusqu'à maintenant, on sous-traitait plus qu'autre chose. Et, euh, et en fait, on a remis l'ADN Applix dans une offre média. Et du coup, on est devenu plus un groupe maintenant avec un pôle SEO, un pôle média. On a un pôle data aussi qui commence à être, qui n'est pas officiel, mais qui commence à être très sérieux et très lourd. Euh, donc, on veut avoir les trois briques. C'est-à-dire, on veut avoir la brique SEO, la brique média et la brique data. Euh, Parce que on le fait déjà par la force des choses, parce que tu peux pas faire du SEO sans avoir un bon tracking, si tu as des datas qui sont fausses, c'est la mort. Tu peux pas faire du SEO si tu proposes que du SEO, parce que parfois, moi, il y a des clients que j'ai pas signés en SEO, que j'ai fait rentrer par du SIA. Un gars qui faisait de la livraison de homards. Donc, j'ai dit, hein, on va pas te prendre tout de suite, on va te faire du SIA d'abord. Et donc, j'ai acheté en exact livraison de homard. Et on s'est vu que, donc, a priori, quelqu'un qui vient sur son site et qui a tapé livraison de homard, et que lui, il livre du homard, donc a priori, ça match à mort. Et les gens n'allaient pas jusqu'à l'acte d'achat, ou très peu. Donc, du coup, on a retravaillé l'UX, on a retravaillé le contenu. Et maintenant, tu tapes homard, il est dans le top 5, je crois, dans Google. C'est la maison du homard. Sur Une petite l'informationnel. pub. Donc, et voilà, donc lui, typiquement, c'est un exemple où on l'a pas fait rentrer sur du SEO, on l'a fait rentrer sur du SIA d'abord. Ok. Bah, c'est vrai, même le SEO, déjà, si tu pousses chaque pilier SEO au max, bah, dans le contenu, tu peux faire de la vidéo, tu peux faire bien sûr de la rédaction. Dans le netlinking, tu fais de la relation presse. Dans la tech, Ouais. tu fais, comme tu dis, de l'UX, etc. Donc ça Ils, pousse très facilement à la diversification, ils quoi. sont, ils sont, ils sont troisième. Voilà, on les a mis troisième sur Omar. Donc, Sur Omar. ouais, on est content. D'autant plus que Omar, ça doit être un guide, non? C'est une page qui parle des homards, c'est pas, c'est pas une page de vente. T'as Wikipédia en premier, après tu as, à mon avis, un de leurs concurrents, et après t'as eux. Donc c'est quand même très vite sur de la livraison. Mais d'ailleurs, je vous les recommande, j'ai commandé une fois chez eux, c'est une tuerie. La maison du homard. Ok. Et comment tu vois la suite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent avec SGE, etc., sur le SEO, comment toi tu vois les années à venir? Alors, moi, je vais être hyper clivant là-dessus, quitte à me tromper, c'est pas grave. Mais SGE, j'y crois pas du tout. Euh, c'est comme Clubhouse ou Google Wave, qui sont des choses que peut-être vous ne savez même pas de quoi je parle, mais en réalité, Clubhouse, c'est ouais, Non, ouais, Clubhouse et tout, machin. Mais même moi, hein, je suis devenu ouf. Et en fait, voilà, Google Wave et tout, c'est incroyable. Ça va pas marcher. Et en fait, je pense pas que Google puisse devenir tiers de confiance. Je pense pas que Google, quand tu lui tapes un jour dans le truc, voilà, j'ai un bouton rouge sur le nez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il peut pas se mettre à dire, bon, bah, fais ci, fais ça, mets-toi de l'alcool à 90, ça ira mieux, quoi. Donc l'IA en mode, enfin, Google est tellement prépondérant. Autant Bing, je crois même que Bing a fait un peu un retour en arrière là-dessus. J'ai pas vérifié, mais en tout cas, SGE, je l'ai dit au SEO Camp, donc je vais là-dessus, moi j'ai un avis hyper tranché, c'est que je même pas peur. Vous savez, les gens qui m'ont dit le SEO est mort, j'en ai connu il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc voilà, pas de croissance. Non, moi je pense beaucoup je trouve que par contre, tout ce qui va être Discover, c'est une tuerie. C'est-à-dire, pour ceux qui nous écoutent, le fait sur les Android d'avoir des articles sur le côté quand vous swipez sur la gauche, vous avez des articles qui apparaissent. Et t'imagines, demain,
Si Google, aujourd'hui, Google, il te push déjà des articles sur la pêche parce que tu adores la pêche, par exemple. Bon. Imagine que, il puisse te dire, tiens, tu passes à côté d'un magasin de pêche. Euh, bon. Donc pour moi, il y a énormément de potentiel avec Discover. C'est un réseau social qui marche quand même pas trop mal. Ils ont déjà tous les Android à portée de main, ils font ce qu'ils veulent. Euh, donc voilà, je suis intéressé par votre point de vue, mais je pense que Google, il sera obligé. Et après, juste une petite, voilà, pour ceux qui nous écoutent, on se rappelle bien que ça fait déjà longtemps que Google fait un peu comme ce que fait OpenAI, c'est-à-dire quand tu tapes météo Paris, il met la réponse. Quand tu tapes qui est la femme du président, qui est le président de la France, il tape Macron, il répond Macron. Donc en fait, le fait de poser une question et d'avoir la réponse, comme tu peux t'amuser à faire dans ChatGPT, bah, Google le fait déjà depuis un certain temps, et bien avant les géos, quoi, bien avant l'IA. Ouais, c'est clair. Bah, moi, je te rejoins complètement, hein, parce que bon, bah, déjà, comme tu dis, l'informationnel, tu as tout ce qui est extra enrichi, position zéro, qui donne beaucoup de valeur. Et la transactionnelle, c'est ça qui nous intéresse dans notre métier. C'est pas forcément la visibilité, enfin, c'est pas que le trafic, c'est le business. Et je veux dire, une page produit, ça sera jamais ça sera jamais Google qui va te livrer par drone un produit, voire t'envoyer ton plombier chez toi. Donc, dans tous les cas, le tunnel d'acquisition Google restera, à mon avis, bougera pas. Et concernant vraiment l'intégration des jeux sur le marché européen, on a fait un épisode avec François Tréca là-dessus il y a, je pense, 2 mois. En sortant de l'épisode, je me dis, bon, bah vas-y, enfin, SGE va arriver. Parce qu'en effet, il est déjà bien diffusé aux États-Unis et même dans le monde entier. Et en fait, là, d'après ce que je vois, c'est que même aux US, ils sont en train de faire marche arrière sur pas mal de choses et qu'on n'en entend pas du tout parler sur l'Europe. Et on sait que l'Europe, avec la Commission, etc., c'est très compliqué. Et en effet, moi, plus ça va et plus je suis aussi de ton avis, Emmanuel. Je pense que ça risque de pas se Et puis diffuser, quoi, tout dès simplement. qu'ils font une erreur, ils sont éclatés là. Je sais pas si tu as vu sur les images générées où tu marques un sénateur américain et bon, c'est sur la génération d'images. En fait, leur réaction elle se fait exploser. Donc qu'est-ce qu'ils ils ont voilà, ils ont aucun intérêt à bouger, aucun quoi. Puis et puis entre nous, l'IA ça sert pas à ça. L'IA ça sert pas à faire des recherches dans Google. Si tu utilises une IA pour savoir qui est le président de la France. Ça sert pas du tout à ça. Ça sert pas à... Tu n'utilises pas Google comme tu utilises le ChatGPT. Enfin, je sais pas, je pense que, voilà, je Ouais, pense que... moi non plus, hein, j'ai pas du tout ce fonctionnement. Je vais pas aller sur ChatGPT pour j'y vais pour voilà, un assistant pour travailler quoi, pour de la rédaction, pour du mid-journée, pour de la créa. Mais c'est vrai que je l'utilise pas comme moteur de recherche. Et je sais pas si Paul, malgré le petit lag, tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Non, bah écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, hein. Moi perso, j'utilise beaucoup Gemini là en ce moment par exemple pour faire des recherches personnelles et c'est vraiment mais à l'opposé des recherches que je vais faire sur Google. Google, effectivement, les recherches informationnelles, ça va être prendre l'info, je vais attendre une petite P0 qui va me dire à quelle date s'est passé tel événement, alors que Gemini, je vais plutôt lui dire avec énormément de contexte, voici ma situation, j'ai le choix entre faire ça ou faire ça, à ton avis, c'est quoi le plus optimisé dans ma situation? Et pour ça, l'IA va être très très forte, je trouve. Et en tout cas, beaucoup plus intéressante et intelligente que des sites classiques qui vont jamais avoir optimisé une page pour une requête aussi longue avec autant de contexte aussi précise, quoi. On est tous globalement d'accord. Pour revenir au sujet principal, donc Euplix, comment tu vois Euplix sur, allez, on va dire un horizon un peu moyen terme, long terme, ça va tellement vite à ton niveau que déjà sur 1 an, 2 ans, comment tu vois les choses? Bien. Écoute, moi ce que je voudrais, c'est que d'abord, ce que je veux, c'est qu'on soit vraiment vu comme des experts, comme l'agence de pointe, les gens sérieux. On s'y emploie. C'est vrai que alors c'est peut-être un peu de l'orgueil, mais j'ai vraiment envie. J'ai pas envie de faire du bullshit. J'ai pas envie de faire. Euh, voilà, j'irai pas dire à qui je pense, mais voilà, le fait de faire de l'esbrouf et de raconter n'importe quoi. Voilà, je suis pas à l'abri de dire des bêtises, mais par contre, j'ai une vraie volonté d'être sérieux dans mon travail. Euh,
Voilà, donc il y a une vraie volonté d'essayer de devenir un acteur incontournable et reconnu du secteur. Et j'ai envie que les gens viennent nous voir parce qu'ils ont entendu du bien de nous et c'est très souvent, enfin voilà, ça, on commence à avoir des conflits sur des niches qui sont les mêmes parce que les concurrents viennent nous voir en disant, bah, nous aussi on veut être promis sur cette requête. Donc, donc voilà. Ensuite, j'aimerais beaucoup employer au maximum la technologie pour gagner en efficacité. Donc nous, on vend déjà de la production de contenu assistée par intelligence artificielle avec relecture de façon automatisée. J'en ai parlé au ici au camp. Donc c'est vrai que l'aspect technologique, l'aspect geek m'intéresse beaucoup et j'ai vraiment à cœur de réussir à développer beaucoup, enfin à développer au maximum voilà, ce qu'on fait sur ces sujets-là, l'exploitation de l'IA. Euh, et puis, où est-ce qu'on pourrait être aussi en évolution, c'est euh, travailler à toujours s'adapter à ce que fait et ce que propose, et avoir une veille hyper active et toujours proposer à nos clients quelque chose de très actuel comme recommandation. Jamais s'endormir, tu vois, ce que réussit, l'exploit pour moi, c'est vraiment un exploit ce qu'a réussi à faire Paul sur Agence SEO. Je remets une pièce dans le Jumbox, comme ça, il y a des gens qui vont cliquer, qui vont aller voir, c'est bien. Mais c'est exceptionnel et donc, et ça, en vrai, c'est ça qui m'excite. Moi, c'est de toujours hacker Google, trouver la faille. Vous savez, Magic Manu, ça vient du fait que je suis magicien et que j'ai appris la magie, donc j'ai appris à manipuler, à travailler les tours de magie, à machin. Peut-être certains qui nous écoutent le savent parce que j'ai fait pas mal de tours de magie. Même Ninja Linker, je lui ai appris des tours de magie, je trouvais ça ouf. Donc David, si tu nous écoutes. Et donc voilà, en gros, j'ai hacké, euh, aller plus vite. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on garde. Et tu vois, c'est cet aspect technologique le chat et la souris avec Google, c'est quand même pour moi ce qui m'anime. Voilà. Ok. Ouais, donc tu as vraiment une vision très passionnée quoi, du SEO. Je m'attendais à une réponse peut-être plus, on va être 100 collaborateurs dans 24 mois, etc. Est-ce que tu envisages quand même malgré tout une croissance ou tu te vois un peu voilà, stabiliser et peut-être voilà, continuer un petit peu sur ce modèle? Est-ce que tu envisages une internationalisation comme le font certaines agences aujourd'hui? Je pense à Primelis, Eskimos. Mm. Et est-ce que aussi tu vois une LBO? C'est pareil, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, je crois, à partir d'une certaine taille critique. Une quoi, tu dis? Une LBO ou aller Une chercher LBO, un ouais. petit peu de Mm. financement pour te Mm. mettre aussi, toi, après beaucoup d'années de travail, peut-être prendre Mm. un petit peu Prendre un voilà, petit billet. de billets, quoi. Euh, la croissance, elle est inévitable. En fait, nous, on signe plusieurs clients par semaine, donc en fait, on peut pas ne pas croître. On peut pas, voilà. Donc nous, la question, c'est pas est-ce qu'on va croître, parce que croître, on a déjà une croissance. La question, c'est plutôt quand est-ce qu'il faut recruter, quel est le bon moment pour recruter et la bonne personne. Ça, c'est très délicat. Et ça, c'est vraiment un gros sujet aussi chez moi, que je mets un peu dans le sujet RH. Donc, on fait attention beaucoup à nos recrutements. On essaie de pas se tromper parce qu'une erreur en recrutement, c'est extrêmement coûteux en temps, en énergie, en tout ce que tu veux. Donc, on essaie vraiment de faire attention à qui on recrute. Donc, la croissance, oui. L'international, sûrement, mais c'est pas dans mes priorités, mais ça pourrait venir via de la croissance externe en achetant des boîtes comme le font beaucoup de boîtes. Ça m'est arrivé voilà, de regarder un peu d'autres marchés. Par exemple, si demain, un mec excellent en Italie me dit, tiens, je voudrais me rallier à votre bannière, mais je voudrais rester en Italie, bah, tu vois, Apix Italie va pouvoir se lancer facile. Enfin, tu vois, il y a des choses qui sont faciles. Quelqu'un qui veut créer sa boîte en Italie et qui veut utiliser notre marque, ça ne pose pas un gros problème.
Donc voilà, donc ça, l'international. Et puis après, on a des offres de rachat depuis l'année dernière de façon très, très fréquente. Euh, Moi, je discute avec des fonds très souvent. Donc cette fois-ci, c'est eux qui m'invitent à déjeuner. Mais oui, oui, ça, par contre, c'est une certitude. Il y aura, il y aura sûrement des OBO ou des LBO un jour, mais peut-être pas l'année, fin d'année prochaine, début d'année suivante, ce sera des choses que je commencerai à regarder plus sérieusement, je pense. Ok. Et en dehors de ça, Emmanuel, quels sont tes loisirs? Qu'est-ce que tu as fait par exemple cet après-midi? Et qu'est-ce que je sais pas, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as des passions? Ouais, je fais du sport, mais ça, c'est pas vraiment un loisir pour moi, je le fais parce qu'il faut absolument en faire. C'est pas le truc qui me passionne le plus. Non, moi, j'ai fait beaucoup de choses à côté, donc j'étais magicien pendant des années, je le reste encore un peu par effet de continuité. Euh, Sinon, je vais souvent à la campagne, donc je suis souvent dehors avec un tracteur, là, tu me reconnaîtrais pas, un treillis. Je vais tronçonner des arbres, euh, m'occuper un peu comme ça. Donc ça, c'est vraiment une facette de moi que peu de gens connaissent. Mais ouais, je suis souvent en train de m'occuper dehors, de marcher, d'être en contact avec la nature. Mais ma principale activité, bah, d'abord, c'est mes enfants. J'en ai trois, donc ça demande un temps non négligeable. Et quand j'ai du temps libre, c'est marche, nature et puis s'occuper de la maison, la faire vivre. Ok. T'as des animaux à la campagne? Non, non, si, j'ai des animaux. Enfin, j'allais dire non parce que je pensais chien, chat, mais j'ai des poules, j'ai des tortues. Voilà, pour être très transparent, j'ai un oncle qui est mort il y a quelques années maintenant et qui m'a fait hériter d'une maison de campagne, très sympa. Je me plains pas. Et donc, du coup, j'entretiens cette maison. Donc, c'est pour ça que, grâce à des voisins, bah, ils s'occupent des poules quand je suis en train d'occuper des œufs de mes clients et pas de mes œufs à moi. Et voilà. Ok. Ouais, j'entendais ça par animaux de la ferme. T'es pas allé jusqu'aux ânes, aux, On a des boutons. On des a des moutons? boutons. Ah ouais, ok, donc ok. Ça doit être du On a un taf en petit effet. chevreau aussi. Ok, ok, ça marche. Et est-ce que, parce que j'imagine que t'es quand même un petit peu, bon, t'as dit quelque chose à un moment dans le podcast quand on a parlé de rage, t'as dit en gros, j'accepte la situation, je me prends plus la tête avec ça, etc. Est-ce que t'as des occupations comme la méditation? Tu nous parlais du sport. Bon, bah, j'imagine que ta vie de famille aussi, ça doit te prendre pas mal de temps, mais est-ce que t'as des choses qui te permettent de relâcher un petit peu la pression? Euh, c'est une bonne question. De, de temps en temps, ça m'arrive de couper. Je trouve que le luxe du chef d'entreprise, c'est de pouvoir choisir les moments où il veut travailler, où il est moments où il est plus en capacité de travailler, donc il coupe un peu les choses. Donc ça m'arrive voilà, de temps en temps, quand je sens que la machine va un peu loin, tu vois, aujourd'hui, bon, on est jour férié, donc ça va, mais en réalité, aujourd'hui, j'ai dormi un peu, c'est en début d'après-midi, parce que je sentais que j'étais trop fatigué, qu'il fallait que je me repose. Donc je pense que le sommeil est très important dans la vie d'un entrepreneur, voilà, et quelque chose qu'il faut surveiller. Euh, j'essaye de, j'essaye de, alors la méditation, pas tellement, mais j'écoute pas mal de podcasts. J'écoute pas mal de podcasts, il y a beaucoup de choses de développement personnel et ça, j'avoue que ça fait du bien d'entendre les écueils des gens, leurs conseils. Par exemple, il y a plein de conseils que je pourrais vous donner. Par exemple, la poubelle mentale, ça c'est un truc que j'ai écouté en podcast. Où en fait, dès que tu as un truc qui te trotte, tu te mets un document, soit ce que tu veux comme chose, mais ça fait que tu penses à un truc, tu le poses sur un papier ou sur un bloc-notes digital, et comme ça, tu passes à autre chose. Donc, la poubelle mentale, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. La réorganisation de mes mails de façon à ce que j'oublie rien et qu'à la fois, je suis pas obligé de m'en rappeler parce que j'ai des labels, etc. Donc, sur la gestion de projet, j'ai beaucoup grandi.
Mais ce qui me ressource le plus malgré tout, c'est d'échanger avec ma femme sur mes problématiques, pour que je puisse avoir un point de vue extérieur, mais qui soit confidentiel et que je parle pas à quelqu'un qui risque d'en parler à son tour à quelqu'un d'autre. La bienveillance de mes enfants, le fait de se reposer, de marcher, tout ça, c'est des clés pour moi pour travailler sur le long terme. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Je pense que les gens se rendent pas forcément compte à quel point c'est prenant de monter une boîte, surtout les premières années, à quel point c'est difficile, mais je pense que Emmanuel, comme moi et Paul, on est des passionnés aussi, donc on accepte la charge parce que ça, y est, je pense que ça te procure beaucoup de plaisir aussi, tout ça, c'est quand même assez kiffant. Mais c'est vrai que c'est dur et je pense qu'il faut faire attention à bien se ménager. Moi, je sais qu'il faut que je travaille dessus aussi là actuellement. On avait noté aussi heures de travail semaine. T'as une idée du nombre d'heures que tu fais par semaine aujourd'hui? Euh, Moi, j'essaie quand même de pas faire, de pas avoir des horaires trop puissants le soir pour pouvoir profiter de mes enfants. En fait, moi, j'avais été très choqué par quelqu'un qui m'avait dit un jour, putain, j'ai pas vu mes enfants grandir. Et moi, ça me fait ça m'aurait fait chier d'avoir un père comme ça. Enfin, pardon, c'est un peu jugeant ce que je dis parce que c'est pas si facile. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est un écueil sur lequel j'ai essayé voilà, de faire en sorte que mes enfants ils aient du temps avec leur papa. Donc le soir, j'essaye de cutter. Et chez nous, c'est tout pareil, c'est-à-dire que personne fait des horaires de fou, sauf quand c'est vraiment nécessaire. Mais globalement, à l'agence, 18h30, 19h, une grande partie des gens sont partis. Euh, donc, par contre, je commence tôt. Alors moi, je fais du sport quand je peux et je suis à la salle à 8h, 8h30. Alors moi, quand je fais du sport, je considère que je travaille parce que je fais pas ça pour m'amuser, je fais ça vraiment pour m'entretenir. Et puis, il se trouve que c'est pas une passion pour moi de marcher sur un tapis de course. Donc j'ai une enfin voilà, je sais que ça peut être perçu autrement, mais moi, c'est pas mon cas. Donc, donc voilà, j'essaie de pas avoir des horaires trop importants et les équipes non plus. Je suis plutôt dans une notion d'intensité qu'une notion de plage horaire. Ok, ça marche. D'ailleurs, c'est marrant parce que là-dessus, les choses ont beaucoup changé. Et en fait, ça se voit tout de suite, quelqu'un qui est pas à fond, qui glande, etc. Donc dans les RH, c'est marrant parce que il y a vraiment un sujet dans le fait de motiver ses équipes. Et puis à la limite, quelqu'un qui est pas bien, bah, qui rentre chez lui en fait. C'est aussi simple que ça. Ok. Bon, bah pour info, Emmanuel, je pose toutes les questions parce qu'on en a parlé un peu avec Paul à l'écrit, vu qu'il est complètement buggé. On va mettre un petit disclaimer en tout début de podcast pour dire que, bah, voilà, que Paul était un peu en mode avion sur cet épisode. Du coup, je vais continuer sur les questions des auditeurs. Donc, on a eu que Paul a reçu sur Twitter. Première question. Bon, comment développer une agence SEO? Je pense on y a assez répondu. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence entre Uplix et une autre agence SEO? Ou une autre agence ad acquisition dans le global? Bah, moi, ce que je dirais principalement, c'est que nous, premièrement, on est quasiment anti-PPT. Donc, on fait quasiment les recos directement dans du Trello ou enfin, dans des outils de gestion de projet. Donc, nous, on est très straight to the point. On veut pas que nos clients payent pour de la mise en page. Ça, je connais pas trop d'autres agences qui font ça. Euh, on sera bientôt copié, bien sûr, mais voilà. Donc, nous, on est vraiment sur de la stratégie de l'exécution. On veut que ce soit concret. Je pense aussi que très peu d'agences ont autant d'outils internes que nous. Alors, il y en a certains sens, mais à chaque fois que j'ai tu sais, parfois j'ai des candidats qui viennent d'autres agences qui veulent rentrer chez nous. Et donc, je leur demande, alors, en outil interne, vous avez quoi? Ça se passe bien, etc. Et là, à chaque fois, ils me disent la même réponse, c'est oui, on a des outils, mais personne s'en sert. Donc, je pense qu'on a des outils internes qui sont très vénères et qui marchent bien. Euh, et puis après, nos méthodes, qui sont évidemment un secret industriel extrêmement bien caché,
fonctionne, puisqu'encore une fois, nos avis, on a plus de 40 clients qui ont dit 5 sur 5, c'est des tueurs. Et encore une fois, chacun de mes avis clients sont des vrais avis, c'est eux qui les ont écrits et qui ont mis ce qu'ils voulaient. Donc, voilà. Donc je pense que c'est ça un peu notre secret sauce. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est très très compliqué de récolter des avis GMB, mais donc 40 avis réels, franchement, c'est vraiment pas mal. Question de Morgane Gérabec. Avec quel budget as-tu commencé? Quels sont les premiers profils que tu as recrutés? Quelle stratégie pour sécuriser tes revenus? À partir de quel palier de financier tu t'autorises de recruter un CDI, par exemple, etc. Alors, on va le faire dans l'ordre. Ouais, Euh, En gros, une petite mise de fonds. Je crois que c'était 50 000 euros, un truc comme ça. J'ai plus très bien le chiffre en tête, mais on a été très très vite en autofinancement. Mais c'est vrai, pour répondre à Morgan, on avait un matelas de sécurité pour, euh, pour les mauvais mois, pour les problèmes, pour burner du cash au début, etc. Donc on avait un petit matelas. C'est pas une obligation, mais ça permet d'aller plus vite. Donc voilà. On a tout de suite recruté un sales et un consultant SEO quasiment dans la foulée, mais c'était moi qui faisais le consulting SEO au début. Voilà. Donc j'avais un sales qui m'amenait des clients et puis moi je gérais les clients. Par contre, bah, très rapidement, j'ai essayé d'embaucher des consultants SEO pour que ce soit plus facile. Voilà. La stratégie pour sécuriser les revenus, euh, d'abord, il faut avoir, pour moi, l'un des premiers points, c'est d'avoir les yeux rivés sur les dépenses, faire attention à ça et y avoir des outils. Nous, on utilise Pennylen. C'est vrai que on fait assez attention au flux de dépenses. C'est pas très évident de sécuriser les revenus. C'est un vrai sujet, il a raison. Euh, et puis, on peut s'autoriser, tu vois, au début à burner un peu de cash. Je dirais que très rapidement, en effet, le MRR, c'est important de l'avoir sous les yeux, d'avoir des balances automatiques avec des outils qui font ça, pour s'assurer qu'on est toujours dans le vert. Mais il a raison. Enfin, quand tu verses les salaires, vu la somme que tu as, nous, ça fait des gros budgets. Donc, bon, le compte, il donc c'est pas une facilité déconcertante, mais la meilleure façon de le sécuriser pour moi, c'est d'avoir quelqu'un moi j'ai une assistante qui regarde ça et qui est très sensible à ce sujet-là. Le recrutement pour moi, c'est à partir de 80% de charge. Donc moi, dans les équipes, tout le monde a 3 jours de buffer. Donc sur un mois, ça fait 20 jours à peu près. Sur ceux, évidemment, qu'il y a du temps mort, des réunions, des moments où tu bosses pas. Donc j'enlève 3 jours, donc on va 17. Et donc, entre guillemets, tout le monde me doit 17 jours de prod. Voilà. Donc j'ai Philippe qui me fait un suivi de la charge. Et on regarde, on sait très bien si un gars est vendu 12 jours ou 15 jours et qu'il m'en doit 17, bah, c'est assez rapide de savoir combien de temps il reste. Donc on regarde le cumul des jours restants et quand on est à 80% de charge, on déclenche un recrutement. ok. Ah ouais, donc ça fait un sacré portefeuille. Je sais pas si tu y arrives, parce que bien sûr, il y a un... Enfin, je dis portefeuille par consultant. Parce que nous, typiquement, on est à 10 000 € par consultant. Je sais que c'est assez faible, l'objectif. Mais toi, si tu parles entre 15 et 18 sur un TJM de, on va dire, 800, c'est quand même beaucoup plus, si je peux de Oui. bêtises. Ok, ok, ça marche. Moi, j'ai comme process là-dessus, j'ai des objectifs par CDI, par alternant et dans le global. Et globalement, j'ai 30% de marge si j'arrive à booker tout le monde. Donc c'est peut-être pas énorme d'ailleurs, parce que tu vois, c'est seulement 30%. Après 30% sur un CA intéressant, c'est assez intéressant aussi, hein. Mais je Mhm. pense qu'en effet, toi, tu as beaucoup plus de marge si tu arrives à tes objectifs que. Moi, il faut pas oublier qu'ils ont un copilote, donc Ouais, qui est un coût en plus, ok. etc. Que ce copilote, il faut qu'on le paye aussi. Donc, non, non,
C'est important. Et d'ailleurs, tu sais, sur le point de vue RH, etc., sur les salaires, et ben, moi, j'ai commencé à prendre ce prisme de la rentabilité. Voilà, tu te compares, tu machins, etc. Et ben, ok, ben moi, je vais te faire une projection de ta rentabilité et on va en discuter et on va déjà voir si t'es rentable ou pas. Sachant que quelqu'un qui est pas rentable, c'est ok, hein, dans un premier temps, quoi. C'est pas grave. Mais après, il faut qu'on. Enfin, en donnant des réalités économiques aux gens, c'est plus facile de justifier les choses. Ouais. Et aussi, petit point, j'ai trouvé intéressant, tu disais que tu avais recruté très vite ton commercial. Alors Mm. que moi, là, j'ai toujours pas de commercial. Je recrute mon commercial, tu vois, normalement, mi-juin, juillet, tu vois. Et c'est la tâche pour moi la plus tellement stratégique, importante. Le coût d'opportunité d'un mauvais commercial est tellement gros c'est la dernière chose que j'ai choisi de déléguer. Oui, mais parce que toi, peut-être que ton volume te permet de le faire toi-même, mais tu peux pas être partout. Ouais. Enfin, ouais, j'avoue. C'est-à-dire que, comme tu l'as vu, tu disais tout à l'heure que le fait d'être chef d'entreprise, on se rend pas toujours compte, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte de la dimension juridique. C'est-à-dire que nous, on peut aller en prison, en fait. Donc, le poids sur nos épaules fait que il faut qu'on se concentre au maximum sur la direction que prend le bateau ou sur le fait que l'orchestre chante juste. Et donc, euh, et donc, c'est hyper important que là-dessus, moi, un bon sales, qui a un gros taux de transformation et qui va, parce qu'un sales, tu peux aussi l'incentiver sur ce qui transforme. Donc, tout le monde est gagnant. Oui, oui, tu m'as Donc, oublié. Et tu penses que tu peux recruter un meilleur sales que toi, avec toi l'engagement que tu as, tes hard skills? Est-ce que tu penses que hmm. ton Alors, sales est meilleur que toi aujourd'hui sur ce poste? Pour, pour ne pas le vexer, je vais répondre oui, il est bien meilleur. Non, non, bien sûr, Parce si, si. Non, que tu non, as 10 ans d'expérience en SEO, donc c'est quand même compliqué, quoi. oui, 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 oui. Non, mais il est très bon parce que c'est un ancien consultant SEO également qui avait son agence, tu vois. Ok. Donc, lui, il est très bon dans la transformation. Tout à l'heure, on parlait de typologie client, mais en fait, tu as des clients qui, surtout sur des grands comptes, qui vont mettre énormément de temps à se décider, qui vont faire jouer la concurrence, qui vont voilà. Et donc du coup, c'est une chose d'être un bon sales, c'est une autre d'avoir de l'endurance. Et moi, j'aime pas parce que il y a un côté commercial que j'aime pas, c'est le côté supplication. Alors, est-ce que vous êtes décidé? Qu'est-ce que machin? Est-ce que vous voulez bien? Bon. Donc moi, j'aime bien quand, allez, vas-y, je te montre que je suis un tueur, donc arrête de te poser des questions, travaille avec nous, puis on verra plus tard. Et donc voilà, oui, oui, là-dessus, il est meilleur parce qu'il va avoir plus de force de persuasion, Ok. euh, plus d'énergie, et voilà. Moi, je vais être bon pour faire la passe décisive. Voilà. Moi, ma zone de brillance dans le sales, c'est la passe décisive. Voilà. En général, les gens viennent me voir avec de très belles opportunités. Ok. Je package le truc, j'envoie la passe, et lui, en général, il met le but, quoi. Ouais, tu fais le premier contact, et ensuite tu envoies au sales l'appel d'offres, slash audit, slash construction des roadmaps. Je vois un peu. Ouais. Question très touchy, donc si tu veux ne pas y répondre, de Léo Poidevin, il n'y a pas de souci. Quel deal lui a proposé Andrea Ben Saïd pour qu'il démissionne et fonde son agence? Pourquoi pas de télétravail congé en illimité chez Uplix comme Eskimos au début? Je vais faire comme Paul. Ça coupe, je t'entends plus, j'ai pas entendu ta question. Non, ça marche pas. Non, alors, j'en ai parlé, c'est pas un secret, j'en ai parlé sur Twitter, dans mon top tweet, parce qu'on me pose très souvent la question, donc j'ai fini par donner la réponse. Ça a été une très belle expérience. Ça a été une très belle expérience. Eskimo, je suis arrivé, ils étaient 5 dans un centre d'affaires, ils me regardaient. Andrea, quand il a reçu mon CV, il a dit, mais qu'est-ce que fait un mec comme toi qui bosse pour des... Je venais d'une multinationale qui s'appelle Prospect, tout ça. Il comprenait pas pourquoi j'arrivais. Il m'avait même montré ses locaux en me disant, mais t'es vraiment sûr? Parce que le dernier qui a dit oui, il s'est barré au bout de 2 jours parce que ça lui plaisait pas, etc. Il a eu raison de faire ça. Et moi, ça m'a hyper motivé. J'ai beaucoup fité avec Andrea. On a eu de belles années.
on a eu une croissance folle parce que lui, en fait, je crois que ça n'avait pas beaucoup bougé pendant 3 4 ans, peut-être plus, 2010, 2016, ouais, pendant 5 ans. Et puis tout d'un coup, décollage de l'avion. Moi, je me suis régalé en fait avec lui, on se parlait beaucoup et il me faisait assez confiance. Donc le bateau a pris beaucoup de vitesse rapidement. Moi, je vivais quelque chose d'un peu étonnant parce que je venais plutôt de grosses sociétés avec beaucoup d'inertie, etc. Et, euh, et en fait, quand le fonds d'investissement est arrivé et que la boîte avait une très belle valorisation, euh, donc au bout de 4 ans, moi j'avais une équipe de plus de 50 personnes, enfin, j'étais directeur C'était général. quoi ton poste chez Eskimos à ce J'étais moment-là? directeur général, hein, je suis passé de responsable des opérations à directeur général, et j'étais juste en dessous d'Andrea. Et voilà, et en fait il m'a proposé de rester encore allez, 4 ans et de me céder 0,1% d'Eskimos, quoi. Et moi, je lui ai dit, écoute, 0,1% pour tout ce que j'ai fait pendant 4 ans, voilà, je trouve ça un peu ingrat et je peux me tromper. Et du coup, ça m'intéresse pas. Donc, du coup, au lieu de faire ça, de signer ça, de rester pour en tout cas ce que j'estimais pas grand-chose, bah, j'étais un peu déçu. Ça m'a mis un petit coup au moral parce que j'avais une bonne relation avec lui. J'aurais espéré qu'il soit un tout petit peu plus reconnaissant. D'ailleurs, tout le monde m'a dit, mais attends, c'était pas à toi, Esquilo, ça t'appartenait pas. Eh non, ça m'appartenait pas. Mais il m'a jamais rien promis, donc voilà, j'ai pas de souci avec ça. C'est la vie, c'est le business, et du coup, je me suis dit, allez, super, c'est le coup de pied au cul qui me manque pour créer ma propre agence et pour plus avoir quelqu'un qui me dise ce que je dois faire le matin. Donc, on y va. Et du coup, j'avais plus personne pour me contredire quand j'avais envie de faire quelque chose, ce qui nous arrivait rarement, mais de temps en temps. Et du coup, je suis très content parce que la croissance a été au rendez-vous. Et en fait, c'était un mal pour un bien. Ok, ça marche. Enfin deux, ouais, je pense qu'on peut conclure sur une dernière question, ça fait déjà 1h30 qu'on recorde, il est bientôt 20h. Pourquoi du coup, deuxième partie de la question de Léo, pourquoi aujourd'hui t'as pas mis de TT? Est-ce que t'as prévu d'en instaurer? Parce que forcément c'est un gros Euh, process. alors, le télétravail, je trouve ça, c'est délicat le télétravail. Moi, j'ai un peu un parti pris là-dessus, c'est que moi j'ai besoin que les gens viennent à l'agence, créer une relation, on se parle beaucoup, donc il y a une journée de télétravail chez nous, Ok. mais j'ai pas envie. Je trouve que le télétravail c'est à double tranchant. Il y a des gens à qui ça réussit très bien, il y a des gens qui profitent parfois un peu de la situation. Je, je, je... Moi je suis pas dans ce mindset de télétravail. Paradoxalement, à ce que je viens de dire. En revanche, quand la confiance est là depuis plusieurs années, ou plusieurs mois, années, enfin, en général c'est au moins un an, j'ai des gens qui sont en full télétravail à l'étranger. J'en ai un qui part au Portugal là bientôt. Ça, j'ai pas de souci. Mais parce que je connais le gars, je sais comment ça se passe, il a son portefeuille, ça roule, et j'ai plus de soucis, j'ai pas de questions à me poser. Mais, euh, mais sinon, au début, la première année au moins, il faut que tu apprennes à connaître la personne, il faut qu'elle se confronte à l'agence, à ses process, etc. Le congé illimité, oui, c'est pas reproduit parce que, bon, moi, en vrai, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, écoute, je suis sur les rotules, j'ai plus de congé, mais j'aimerais bien trouver un deal avec toi parce que je suis épuisé, j'ai besoin de me mettre au vert pendant 2 jours. Je vois pas comment quelqu'un normalement constitué dirait non. Donc là-dessus, voilà, on n'a pas forcément de congé illimité au sens propre du terme, mais on est un peu enfin, j'ai ce mindset-là. Là, par exemple, le vendredi 10, on l'a offert à tout le monde, donc il ne sera pas comptabilisé euh, dans les congés des gens. Ok. Ouais, et puis le modèle agence, c'est pas Netflix, quoi. Je veux dire, télétravail, asynchrone, etc. Derrière, on vend du temps. C'est hyper exigeant, donc forcément, à part, enfin pour moi, une agence, c'est pas non plus un SaaS, etc. Et du coup, je te ferai un feedback, Emmanuel, parce que là, je vais instaurer une deuxième journée de TT. Et je peux te dire que j'ai passé beaucoup de temps à prendre cette décision. J'ai été poussé par les équipes et je pense que bon, l'opportunité, c'est vraiment de fidéliser à long terme les teams.
que 2 jours de TT, ça fait plus que 3 jours au travail par semaine. Donc sur 7, c'est quand même un sacré confort de vie. Mais par contre, les process derrière vont être très carrés. Et puis je sais que d'un point de vue RH, je vais avoir des problèmes. Et c'est ce qu'il y a de pire, les problèmes RH. Mais bon, c'est comme ça. Il faudra les régler. Il faudra être juste, impartial. Et puis s'il y a des gens qui jouent pas le jeu, bah, il faudra avoir un retour au bureau automatique. Et puis c'est Ouais, bon. ouais, il faut être, ouais, c'est un vrai sujet. Il y a des gens pour qui ça passe. Voilà, il y en a d'autres qui, ouais, avec la technologie, voilà, on sait ce que la force est. Bon, ouais, écoute, tant que les gens jouent le jeu, ça peut le faire, mais il faut que les gens soient honnêtes, faut être ferme. Faut leur dire que c'est quelque chose qui peut s'arrêter si jamais il y a de l'abus, quoi. Bon, et même moi, à la limite, c'est surtout voilà, dans la cohésion d'équipe, je trouve ça bien qu'ils se parlent, quoi. Ah, non, je comprends, 100%. Ok. Et bah du coup, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup Emmanuel pour ta venue sur MVP. Encore désolé du coup pour les bugs de Paul. Paul, tu Avant. nous as manqué. Ouais, bah, merci beaucoup, Emmanuel. C'est vrai que cette connexion-là, j'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup-là. Mais merci beaucoup. Moi, j'ai tout écouté attentivement. Et c'était super intéressant d'avoir ta vision. Bah, surtout, encore plus intéressant, je pense, pour Antoine, qui, pour le coup, fait vraiment le même business model que toi, mais sur un timing, on va dire, un peu plus avant l'étape où tu es. Donc, même moi, tu vois, je suis freelance. J'ai pas pour ambition de recruter des gens, etc. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est une phobie, mais tu vois, j'ai vraiment pas envie de ça pour l'instant. Mais je trouve ça hyper intéressant pour autant d'avoir ta vision de quelqu'un comme toi qui est un complice dans ce domaine-là, qui a réussi à faire une belle agence. Avec en plus, je crois que je l'avais déjà dit sur LinkedIn ou quoi, mais je trouve que tu as réussi à faire une image, enfin ton agence a vraiment une image, l'image no bullshit, etc. Et tu vois, ça résonne pas mal en moi et c'est quelque chose que j'ai tout de suite kiffé, même avant de te connaître. Je me rappelle, j'avais tapé, enfin, j'étais allé sur ton site Uplix, j'avais bien aimé déjà l'UX, le design que j'avais trouvé moderne, un peu Google, etc. J'avais bien kiffé. Et ensuite, vraiment, alors je sais plus si c'était un slogan que j'avais vu ou quoi, mais en gros, le truc un peu anti-PowerPoint ou vraiment plutôt Google Sheet concret, etc. Et ça m'avait vraiment tout de suite parlé. Je sais pas si c'est d'un point de vue personnalité ou quoi, mais j'avais tout de suite tilté. Donc, en tout cas, GG, bien joué pour tout ce que tu as fait. Je trouve ça très stylé. Merci. Super. Merci beaucoup. Eh ben, c'était un bon moment. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Merci à toi. Et du coup, bah, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.